Bonjour Anthony Merlin. Bonjour. Vous avez publié aux éditions Phalantes un ouvrage, Projet d'animation en EHPAD. Alors, qui êtes-vous Anthony Merlin? Je suis animateur, coordinateur de projets socio-culturels et médico-sociaux. J'ai commencé ma carrière d'animateur auprès du public jeunesse, et puis ensuite j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans le domaine de l'hébergement des personnes âgées, et j'ai assuré une mission d'animateur-coordinateur dans un EHPAD. J'y suis resté 8 ans, et pendant cette période, j'ai été amené à mettre en œuvre un projet d'animation de façon à ce qu'il soit adapté et cohérent au public qui était accueilli. Justement, qu'est-ce qu'un projet d'animation? Alors, un projet d'animation, c'est une des composantes de l'établissement qui permet de mettre en vie le quotidien et de proposer différents instants et des moments de la journée pour la convivialité, l'échange, la discussion, le partage, et puis surtout l'organisation d'activités de loisirs qui sont adaptées au public qui est accueilli. Alors, ce projet d'animation, est-ce qu'il est obligatoire ou est-ce facultatif? On peut s'en dispenser? Alors, moi je dirais qu'il est indispensable. Il est devenu obligatoire avec la récente loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2016, qui présente maintenant un socle de prestations minimales qui sont délivrées par les établissements. Désormais, à l'intérieur de ce socle, on trouve le projet d'animation de la vie sociale qui présente l'organisation d'activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi l'organisation d'activités extérieures avec la vie locale. Alors, il est obligatoire maintenant, il était pour autant déjà pris en compte par les chefs d'établissement depuis la loi du 2 janvier 2002, qui ne présentait pas textuellement le projet d'animation de la vie sociale, mais qui présentait les grands objectifs en faveur du maintien de l'autonomie des personnes, en faveur de leur vie sociale, en faveur du respect de leur dignité, de leur libre expression. Donc on avait déjà un grand cadre général depuis 2002. La nouvelle loi de 2016 permet vraiment de valoriser la place de l'animateur, de l'animatrice et du projet d'animation dans une résidence. Alors justement, comment on s'y prend? Comment concevoir un projet d'animation? Il y a 3 temps. Le premier temps, c'est le diagnostic et l'étude de milieu. C'est-à-dire l'animateur ou l'animatrice doit savoir à qui il va s'adresser, où il va mettre les pieds, quel est le contexte, quel est l'historique de la résidence, quelles sont les caractéristiques du public, qu'est-ce que les personnes sont encore capables de faire par rapport à leur état de vieillissement et par rapport à leurs attentes aussi, leurs souhaits, leurs centres d'intérêt. Comme un médecin ne va pas tout de suite vous délivrer une ordonnance, il va d'abord établir un diagnostic, l'animateur ou l'animatrice doit lui aussi savoir un peu quelle est la situation globale pour pouvoir ensuite proposer des actions qui sont adaptées. Donc ça c'est le premier temps, c'est l'élaboration du projet, à savoir dans quel contexte je vais travailler. Le deuxième temps c'est la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire la proposition des actions, la définition des objectifs. Est-ce qu'on va travailler plus sur le maintien de l'autonomie physique ou plus sur le maintien de relations extérieures avec les jeunes générations? Ça, c'est un axe que l'animateur va déterminer par rapport à ce qu'il aura analysé dans un premier temps. Il va adapter aussi ses propositions par rapport à la stratégie et à la vision du chef d'établissement, qui lui a la maîtrise globale du projet d'établissement. Donc c'est lui qui définit le cadre général dans lequel va s'inscrire le projet d'animation. Et puis ensuite, l'animateur va proposer un catalogue d'activités adaptées qui vont balayer différentes catégories entre les activités sportives, les activités de stimulation cognitive, les activités d'expression, les activités créatives, manuelles. Ça favorise principalement l'autonomie, le maintien de l'autonomie et des aptitudes des résidents, mais on a aussi des manifestations, des temps forts qui sont nécessaires, et donc là, l'animateur doit proposer des moments de vie, des moments de joie, des manifestations, des anniversaires, des fêtes, enfin des moments où on va pouvoir rassembler de façon collective tous les résidents de façon à ce qu'il puisse vraiment y avoir une émulation et une convivialité au quotidien. Comment mettre en place une coordination de ce projet, une coordination réussie? Alors la coordination réussie, elle passe par le fait de prendre conscience que l'animateur n'est pas seul à mener ce projet d'animation. Alors
ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que ça vaut pour l'animateur. Ça n'est pas son projet d'animation, c'est le projet d'animation de la résidence, même si c'est lui qui en est le chef d'orchestre. Aussi, l'équipe, le reste du personnel, doit avoir conscience qu'eux aussi ont une part à prendre dans l'animation de ce projet de vie sociale, parce que même sans avoir forcément les compétences techniques dans l'animation socioculturelle, je pense que chacun a un talent, des aptitudes, des capacités, des compétences, et puis sans doute un goût pour mettre en place des activités avec des personnes âgées. Et on voit que par rapport à l'éventail dont on a parlé tout à l'heure, les activités d'animation de la vie sociale ne concernent pas uniquement l'activité manuelle ou la gymnastique adaptée. Ça peut être un moment, un goûter autour d'une table avec 3 ou 4 résidents, ça peut être 15 minutes de tricot, ça peut être un atelier bien-être, ça peut être juste s'asseoir à côté d'un résident à une table et discuter avec lui. On considère que tous les moments qui sont hors soins sont des moments de vie sociale, et là je pense que n'importe quel agent professionnel dans la résidence est en capacité et devrait être en capacité de se rendre disponible pour animer ce genre d'activité. Alors, pour vous, pourquoi faut-il évaluer le projet d'animation et comment peut-on l'évaluer ? Ne pas évaluer, ça voudrait dire ne pas repérer les choses qui ne vont pas. Malgré les compétences et la bonne volonté de chacun, il y aura forcément dans l'année et dans le déroulement du projet d'animation des choses qui ne vont pas bien se passer. La compétence de l'animateur ou de l'animatrice, ça doit être justement de pouvoir identifier ce dysfonctionnement pour pouvoir se dire il faut que je corrige ça pour le mois prochain ou l'année qui suit, pour éviter justement de répéter à chaque fois les erreurs. Un projet qui n'est pas évalué, ça veut dire répéter les erreurs, et ça veut dire à chaque fois, d'une année sur l'autre, mettre le résident en échec, en tout cas ne pas proposer un dispositif qui devrait être adapté aux capacités, aux attentes des résidents. Donc pour moi, l'évaluation, elle est nécessaire en fin d'année pour établir le bilan du projet qui s'est écoulé sur toute l'année, pour pouvoir ensuite repartir d'un bon pied sur l'année qui suit. Mais surtout, ne pas se contenter de faire uniquement un bilan annuel avec le chef d'établissement, même si c'est important pour pouvoir reproposer autre chose l'année d'après. L'évaluation, pour moi, elle doit se faire aussi de façon régulière pour pouvoir contrôler au jour le jour, alors de semaine en semaine ou de mois en mois, si on est toujours dans la bonne direction. C'est-à-dire que le GPS n'existe pas pour les animateurs et pour les animatrices. Il faut qu'on puisse garder la maîtrise de l'itinéraire, de la feuille de route. La seule façon de le faire, c'est de pouvoir se rendre compte après chaque activité ou après chaque cycle d'activité, est-ce que ce que j'ai proposé aux résidents, c'était adapté? Est-ce que ça leur a plu? Est-ce que j'ai toujours le même nombre de résidents qui participent à mes activités? Si j'ai commencé à 8 et qu'ensuite je finis avec 2 résidents, là il y a un problème, c'est-à-dire qu'il faut se repencher un petit peu sur la mise en œuvre. Toutes ces questions, elles sont diverses, mais elles sont utiles à l'animateur pour pouvoir justement repérer ce qui ne va pas et proposer une amélioration. Alors, ça peut être de son fait, puisqu'il est le chef d'orchestre du projet d'animation, mais ça doit surtout être concerté avec le reste de l'équipe de façon à croiser les regards. On dit souvent qu'il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une. Je l'ai constaté aussi dans mon expérience professionnelle, et effectivement, même si c'est un peu plus long d'aller voir les collègues pour leur demander leur avis, même si c'est des fois un petit peu plus compliqué parce que l'emploi du temps n'est pas toujours très élastique, il faut que l'animateur et il faut que le chef d'établissement puisse accorder ce temps de concertation et de coordination avec le reste de l'équipe pour pouvoir avoir une évaluation précise et efficace. Comment on fait? Donc il y a des temps de concertation qui se passent avec le reste de l'équipe, et puis surtout il y a des outils, c'est-à-dire des grilles de suivi où on va pointer par exemple la présence des résidents pour pouvoir analyser, chiffre à l'appui, si on a toujours le même nombre de participants. On peut avoir des grilles d'observation, c'est-à-dire que là on va pouvoir observer pendant le temps de l'activité si le résident est plutôt actif ou s'il est plutôt spectateur. On a d'autres types de ressentis et d'indicateurs qui sont plus liés à la personnalité et puis l'expérience de l'animateur. Pour autant, moi je considère qu'il faut à chaque fois avoir un écrit, un support, quelque chose de concret qu'on va pouvoir ensuite conserver d'année en année et puis pouvoir valoriser ensuite au niveau du bilan annuel avec le chef d'établissement.
Si je ne produis pas, moi, en tant que coordinateur du projet d'animation, ces outils, ces supports concrets, je vais pouvoir me fier uniquement à mon flair pour pouvoir dire ensuite, en fin d'année, à mon directeur, ah oui, on a bien travaillé. Euh, pour moi, ce n'est pas suffisamment professionnel, ça ne met pas en valeur le travail de l'animateur, et surtout, ce n'est pas suffisamment efficace, parce qu'une évaluation comme ça, un petit peu à vue de nez, on ne peut pas justement savoir qu'est-ce qu'on va renouveler et remettre à jour l'année d'après. Donc pour moi, il faut des grilles. C'est pas si compliqué. L'ouvrage présente des modèles de grilles qui peuvent être mis à jour ou réadaptés par rapport à son établissement. C'est quelque chose de très simple qui ne prend pas énormément de temps ensuite à la fin de l'activité de remplir des cases, de noter juste une appréciation générale. Pour autant, ce sera très très utile pour l'animateur pour pouvoir suivre régulièrement l'avancée de son projet et ensuite en fin d'année pouvoir établir un bilan s'il est plutôt positif ou plutôt négatif. Si vous aviez 3 conseils à prodiguer aux chefs d'établissement ou aux animateurs, quels seraient-ils? Alors pour la mise en œuvre et la coordination du projet dans sa globalité, je dirais que les 3 points forts, c'est alors prendre le temps. C'est-à-dire que l'animateur va intervenir grosso modo, s'il est à temps plein, 35 heures dans la semaine. Il ne va pas être sur le terrain, c'est-à-dire animer des activités de loisirs 35 heures de son temps. Moi, je considère qu'il va être à peu près avec les résidents en animation technique 80%. Les 20% du temps qui reste doivent être justement consacrés à l'élaboration des activités, la préparation matérielle. C'est consacré aussi à la production des outils d'évaluation et à l'évaluation et la concertation avec le reste de l'équipe. Il y a une partie d'échange, bien entendu, avec le chef d'établissement pour cadrer ou recadrer régulièrement l'avancée du projet. Donc ces 20%-là sont consacrés à la partie administrative et technique. Pour autant, l'animateur ne peut pas de son fait organiser son emploi du temps comme ça. Il faut que ce puisse être négocié et concerté avec le chef d'établissement parce que les deux doivent être conscients qu'effectivement, il y a une partie de réflexion, d'élaboration dans le bureau et une partie en public où là, vraiment, l'animateur va être consacré à 100% à l'animation de son activité et à être disponible avec les résidents. Donc le premier temps, je pense, c'est de s'accorder du temps sur le diagnostic, l'élaboration, la définition des objectifs, quel est le cadre global du dispositif, se précipiter tout de suite, comme je l'ai déjà vu dans mon expérience, dès le premier jour de sa mission, mettre en place des activités, parce que voilà, maintenant que l'animateur est sur place, il faut qu'il y ait des activités, il faut que ça se voit. On a une chance sur deux de se tromper et de proposer des activités qui ne sont pas adaptées au public, parce qu'on n'aura pas mené la première étape d'observer, de rencontrer les résidents pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui ne vous intéresse pas, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous êtes encore capable de faire, qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas faire. Donc l'animateur a besoin de toutes ces informations-là pour voir vous êtes. Voilà, il y a une partie d'analyse pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions et aller vers le déroulement. Donc prendre du temps, ça me paraît important. Le deuxième temps, c'est de consacrer une place à l'échange. Être animateur ou animatrice dans un établissement assez conséquent de 80 ou 100 résidents, c'est quelque chose de très prenant, c'est une responsabilité, mais surtout on est quelquefois peu disponible et un peu isolé dans son travail, parce qu'on a l'impression d'avoir la science infuse et qu'on est les seuls à savoir ce qui est bon pour les résidents, parce que nous, on est animateurs diplômés. Je pense qu'il faut sortir un petit peu de cette idée-là. Au contraire, c'est un travail d'équipe. Même si l'animateur est le chef d'orchestre, c'est lui qui mène parce que c'est lui qui va être le référent du projet d'animation de la vie sociale aux yeux de tous, pour autant c'est lui qui doit prendre et recoordonner, réinformer ensuite tout le monde et savoir communiquer avec le reste de l'équipe. Parce qu'il ne peut pas avoir les yeux partout et c'est intéressant aussi d'avoir le regard des soignants qui eux sont vraiment dans l'intimité des chambres et au plus près des résidents. Et quelquefois on a des confidences pendant les toilettes ou pendant le petit déjeuner qui sont utiles justement pour la mise en œuvre du projet parce que la personne va se confier à une aide-soignante ou une infirmière en disant « Ah ben oui, je vais à l'activité mémoire pour faire plaisir un petit peu à l'animateur, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse parce que je trouve que c'est compliqué et j'arrive pas trop à entendre les consignes. » Donc cette information-là, elle est très importante pour l'animateur. L'animateur, ça doit lui revenir ensuite lui à pouvoir réintégrer cette donnée pour réadapter son activité et faire en sorte que la personne soit beaucoup plus satisfaite et beaucoup plus active dans la séance. Donc l'échange, pour moi, il est important, ça doit être
à l'initiative de l'animateur. Il ne doit pas rester dans son bureau et au contraire, il doit être invité, en tout cas prendre part aux concertations entre les différents soignants, aux réunions interdisciplinaires qui sont organisées. Ça n'est pas une personne qui est isolée comme ça dans l'équipe. Il fait vraiment partie intégrante de l'équipe pluridisciplinaire et l'échange doit se faire vraiment à l'intérieur autour du projet d'animation. Alors pour finir, quels sont les points forts de votre ouvrage, projet d'animation en EHPAD? Les points forts de l'ouvrage, alors il présente effectivement différents modèles de fiches et d'outils qui peuvent être utilisés très rapidement et être remis à jour très rapidement par rapport à ce que voudra faire l'animateur ou l'animatrice. Les outils, comme j'ai dit tout à l'heure, ça me paraît important de pouvoir s'appuyer dessus pour qu'il y ait quelque chose de concret et qu'on puisse pouvoir valoriser ensuite le travail de l'animateur. L'ouvrage présente aussi alors une partie théorique de connaissances, d'explications sur la méthodologie à mettre en place, sur l'articulation entre les différents projets. La méthode est vraiment expliquée comme il faut, et ensuite elle est aussi expliquée par rapport à des schémas qui vont pouvoir amener en un coup d'œil à comprendre autrement l'articulation et la méthodologie qui est présentée. Le troisième point fort, c'est que c'est un outil, un ouvrage, un guide professionnel qui est vraiment tiré de mon expérience professionnelle d'animateur coordinateur en EHPAD. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur, la théorie, comme les fiches, comme les schémas, tout a été testé et approuvé sur le terrain. Donc c'est vraiment un outil sur lequel peuvent se baser les équipes, les professionnels, les futurs professionnels, les animateurs comme pourquoi pas les soignants qui sont chargés de la mise en œuvre de ces projets. C'est vraiment une base méthodologique et une base de travail qui peut permettre aux équipes de favoriser le bien vieillir dans un établissement. Merci infiniment Anthony Merlin. Donc je le rappelle, vous avez publié aux éditions Talentes le livre Projet d'animation en EHPAD. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.